Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au Grand Dialogue de Studio Tamani. Sahel, causes et conséquences d'une instabilité chronique. C'est le sujet de notre Grand Dialogue de ce soir. Coup d'État, terrorisme, conflit communautaire, extrémisme violent. Le Sahel est confronté à une multitude de crises depuis plus d'une décennie. Des crises mettant à mal toute initiative de développement dans cette vaste région. Problèmes de gouvernance, manque de développement, influence extérieure. Comment expliquer cette instabilité chronique au Sahel? Quelles pourraient être ses conséquences? Nous tenterons d'apporter des réponses à toutes ces questions avec nos invités. Maître Cheikh Oumar Konaré, avocat et observateur politique. Al-Hassan Amatchao, spécialiste en gestion de conflits sociaux. Et Ibrahim Maïga, spécialiste des questions sécuritaires. Il sera au téléphone. Sekou Gadjigo va modérer ce débat. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le Grand Dialogue. D'être là, chers invités. Alors, Maître Cheikh Oumar Konaré, 5 coups d'État en 3 ans, soit 2 au Mali, 2 au Burkina Faso et 1 qui est en cours au Niger. Comment peut-on expliquer cette recrudescence des coups d'État au Sahel? Bonsoir Gadjigo et bonsoir à tous vos auditeurs. Nous assistons à une 3e épidémie de coups d'État en Afrique. La première épidémie a eu lieu dans les années 70 et a renversé les pères de l'indépendance au nom de la recherche de la liberté. Je veux parler de Kwame Nkrumah, des Sylvanus Olympio, des Modibo Keïta, etc. Le peuple avait été mis dans un système généralement communiste par les pères de l'indépendance et finalement le peuple rêvait de liberté. Et donc les militaires sont venus renverser les pères de l'indépendance au nom de la recherche de la liberté. 20 ans plus tard, les gens en avaient marre des partis uniques, parce que c'est les partis uniques qui avaient remplacé les régimes des pères de l'indépendance. Alors, au nom de la recherche du multipartisme, et poussé par le vent de la boule soufflé par François Mitterrand, alors, il y a eu une 2e épidémie de coups d'État qui a vu partir les Moussa Traoré, les Hissène Habré et bien d'autres. Aujourd'hui, nous assistons à une 3e épidémie. Et cette épidémie se fonde sur des motifs généralement sécuritaires. Pour lutter contre le terrorisme, pour lutter contre l'insécurité, etc., etc. Alors, cette 3e épidémie est à l'origine d'un chamboulement du paysage politique. Mais si cette épidémie s'appuie sur des motifs de sécurité, il faut reconnaître qu'il y a un autre motif qui est fondamental. C'est la déception des peuples par rapport à ce qui leur avait été promis par le processus démocratique. Tout le monde, nous pensions qu'il fallait balayer les partis uniques et que une fois que le multipartisme serait là, une fois que la démocratie serait là, il y aurait une saine compétition entre les partis politiques, entre les hommes politiques, et le peuple aurait à manger, le peuple aurait la santé, le peuple aurait l'éducation, le peuple aurait donc le bonheur, tout court. Mais on s'est rendu compte qu'au lieu de cela, prenez le cas du Mali, 30 ans après l'avènement de la démocratie, nous n'avons plus de territoire. Du moins, les 2/3 sont occupés par des hordes séparato-terroristes. Nous n'avons plus à manger, nous n'avons plus d'éducation, nous n'avons plus de sécurité, nous n'avons plus rien. Et même la démocratie, les élections sur lesquelles les gens comptaient pour que les régimes soient légitimes et qu'il y ait une saine compétition, ces élections se sont transformées en mascarade. Aucune élection sérieuse. C'est-à-dire que tout se passe comme si les scrutins étaient achetés. Celui qui est au pouvoir fait ce qu'il veut
ils se fichent pas mal des lois. La justice est mise aux trousses des opposants et seulement des opposants. Donc, la démocratie a failli. D'accord. Quand vous dites ça, ça ne veut pas dire que vous cherchez la dictature. Hein. Ça ne veut pas dire que vous êtes partisan de la tyrannie. Mais si vous voyez les gens applaudir à des coups d'État, c'est tout simplement parce que ceux qui ont été renversés n'étaient ni légitimes, ni aimés par leur peuple. D'accord. Voilà. Cela est bien compris. Monsieur Thiaw, partagez-vous cette analyse de Maître Konaré sur les raisons qui expliquent la recrudescence des coups d'État ces derniers temps dans le Sahel? En partie, oui. Je suis d'accord avec lui quand il s'est agi de la question de la liberté. Une fois acquise, les peuples ont eu besoin de démocratie et une fois aussi acquise, d'autres problèmes se sont posés à travers les années. Mais ce qu'il faut fondamentalement regarder, c'est nos problèmes. Il faut regarder les défis auxquels nous sommes actuellement confrontés. L'Afrique, notamment au sud du Sahara, cette partie de l'Afrique est relativement jeune, la population est relativement jeune et nous avons pratiquement une cohorte de jeunes qui arrivent à 20-25 ans à chaque période cyclique et qui se trouvent avec rien. Vous savez, à 20-25 ans, c'est pratiquement à cet âge-là que les gens se construisent, les gens pensent à venir. Et à chaque fois que ce type de population prennent conscience de leur état, de leur réalité, ils posent des questions. Donc le problème fondamental de nous au sud du Sahara, c'est qu'il faut que nous regardions notre démographie. Nous l'avons mal interprété parce que quand on a vu que la population accroissait, on a cherché à limiter la démographie. Des systèmes de planification ont été inventés, mais ce n'était pas la bonne formule qu'il fallait trouver. Il fallait plutôt chercher comment occuper cette jeunesse qui est en train d'arriver au fil du temps. Et ça n'a jamais été fait. Et cette question, elle est jusque-là posée, parce qu'aujourd'hui, nous avons toute une génération qui est en train de pousser. Ils sont aujourd'hui dans les écoles. Mais dans 10-15 ans, on va retomber dans cette crise cyclique. Mais est-ce que ces problèmes sont propres au Sahel seulement, au pays du Sahel seulement? Est-ce que pratiquement une bonne partie de l'Afrique n'est pas concernée par ces problèmes de démographie galopante, manque de perspective pour les jeunes? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le Sahel seulement qui est confronté à ce problème? Non, ce n'est pas que le Sahel. La démographie en Afrique, en 2011, 60% de notre population était jeune. Et cette jeunesse, elle s'accroît de l'ordre de 25% pour l'Afrique du Sud, au sud du Sahara. Mais pour le reste du continent, c'était de l'ordre de 15%. Ça voudrait dire que dans pratiquement 2050, nous aurons à peu près 60 à 65% de notre population qui sont relativement jeunes. Mais ce n'est pas un problème qui est lié uniquement au Sahel. Vous savez, le Sahel, c'est à peu près 3 millions de kilomètres carrés, 130 millions d'habitants ou de population, si on veut. Aujourd'hui, les pays du Sahel ont relativement beaucoup de problèmes parce qu'ils ont une économie qui ne fait pas front aux défis qui lui est imposé au fil des temps. Quand vous regardez le Niger, le Mali, le Tchad, nous avons une grande partie de nos territoires. D'ailleurs, le pays le plus vaste du Sahel, ça se trouve à notre frontière, c'est le Niger. Nous avons des pays qui sont énormément vastes, mais nous avons quoi? Nous avons 20 personnes par kilomètre carré. La densité de la population, le Mali et le Niger, c'est à peu près 20 personnes. À chaque kilomètre carré, vous trouverez 20 personnes. Donc, c'est un peu ça le défi qui nous est imposé. Il faut que nous trouvions le moyen d'occuper cette population parce qu'elle va arriver. Et des études sérieuses ont fait le lien entre la jeunesse d'une population et la probabilité d'arriver des conflits dans ces pays-là. En 2011, l'université de Californie, comment le type il s'appelle, Jack Alson, il a fait une étude où il est parvenu à prouver que entre 2000 et 2006, il y a eu 9 conflits au monde. Sur les 9 conflits, 6 pays avaient une population dont la structure
étaient majoritairement jeunes. Donc, il y a un lien entre la jeunesse et les conflits. À chaque fois que la jeunesse majoritairement se retrouve désœuvrée dans un pays, il y a une forte propension à ce que ces gens-là soient manipulés. D'accord. Ibrahim Maïga, vous êtes spécialiste des questions sécuritaires. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je voulais vous demander, est-ce que vous partagez ces deux analyses, les raisons évoquées par vos co-débatteurs ici sur ce plateau qui pourraient expliquer cette multiplication de coups d'État au Sahel? Alors, malheureusement, je n'ai pas tout suivi à cause de la qualité de la ligne. Mais bon, une réponse très diplomatique serait de dire en partie. J'ai écouté les premières minutes du premier intervenant et je dirais que je suis en partie d'accord avec lui parce qu'il met de l'avant effectivement des fragilités de ces pays qui expliquent la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Mais je crois qu'il faut quand même faire attention à ce qu'on dit du modèle, si on peut l'appeler ainsi, démocratique. Je crois que l'option démocratique a probablement d'énormes faiblesses, comme les autres options qui ont été testées, éprouvées dans un certain nombre de pays, y compris les nôtres dans le Sahel. Moi, je crois qu'il y a un certain nombre de questions préjudicielles quand même à se poser. La première est la faute à l'option démocratique si les principes sont systématiquement foulés aux pieds et contournés par les principaux acteurs politiques ou les plus hauts responsables des institutions de la République. Je crois que c'est une question quand même qu'il faut se poser. Est-ce la faute à l'option démocratique si on a choisi de ne pas créer les conditions d'indépendance et de relations fonctionnelles entre les différentes institutions? Est-ce la faute à l'option démocratique si on a fait le choix de ne pas réfléchir sérieusement à la régulation impartiale des partis et des activités politiques? Je crois que ce sont des éléments importants et des questions importantes à se poser avant de rejeter en bloc un système ou une option qui reste une option de gouvernance parmi d'autres. Et moi, je suis toujours surpris de la disqualification de cette option en lui collant tous les péchés d'Israël. Il y a différents modèles démocratiques. Il y a peut-être une option démocratique, mais différents modèles démocratiques à travers le monde. Et moi, de tout ce que j'entends, ce n'est pas tant la démocratie qui est mise en cause que la façon dont la démocratie ou l'option démocratique fonctionne dans nos pays. Donc, pour vous, à mon avis, le système n'est pas en cause, c'est plutôt les hommes. De ce que j'entends, c'est pas le système, c'est pas tant le système qui est mis en cause que les pratiques liées à ce système-là, ou qu'on pense qu'ils sont liés à ce système-là. Et ces pratiques sont, dans la plupart des cas, le fait d'hommes ou de femmes qui sont en responsabilité. Donc, j'appelle à faire peut-être preuve de plus de discernement dans ce que nous disons par rapport à l'option démocratique. D'accord. Voilà, je crois que c'est un premier point. Ensuite, nous savions que les impasses dans lesquelles nos pays se trouvaient et dans lesquelles les gouvernements dits civils, parce que dirigés par des présidents civils, nous conduisaient, pouvaient entraîner des ruptures violentes, comme la prise de grandes villes, la chute de grandes villes, on l'a vu en 2012 avec une partie du nord du Mali par des groupes armés, la perte de territoire, le recul de l'État dans les différents espaces respectifs, et enfin l'avènement de régimes militaires. Je pense que ça faisait partie des scénarios qu'on pouvait avancer à la lumière des dynamiques qu'on observait sur le terrain, que ce soit au Mali, au Niger, au Burkina. Mais je crois que ce qui surprend aujourd'hui, c'est qu'on était loin de s'imaginer que le Sahel allait devenir l'un des théâtres de rivalité géopolitique exacerbée. Et c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui, et ce qui me semble assez préoccupant pour la région. La région Sahel et la région Afrique de l'Ouest, de façon plus générale, est aujourd'hui menacée de dislocation. Je crois que le mot n'est pas fort. C'est l'un des risques qui pointent à l'horizon et qu'il faut prendre de façon très sérieuse. Quoi qu'il en soit, nous sommes dans une période de grand bouleversement où nos certitudes sont bousculées, les modèles sont remis en question par une jeunesse de plus en plus engagée
comme le rappelait le précédent intervenant, dans l'espace politique. Cette jeunesse est beaucoup plus engagée et beaucoup plus vocale qu'elle ne l'était il y a encore quelques années. Je crois qu'il y a une réalité démographique aussi qui accélère un certain nombre de transformations auxquelles nous assistons. Alors, est-ce que la question que je voulais vous poser maintenant, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, après tant d'années de pratiques démocratiques, les peuples d'Afrique, précisément du Sahel, sont prêts pour la démocratie? Est-ce qu'ils l'ont véritablement compris? Est-ce qu'ils l'ont véritablement pratiqué? C'est peut-être ça la question. Je crois que, moi, je fais confiance à l'intelligence collective des peuples sahéliens. Je pense que c'est trop facile de dire que les gens sont analphabètes, qu'ils ne comprennent pas. Les gens connaissent leurs intérêts et comprennent les choses quand on prend le temps de leur expliquer. Je trouve toujours que c'est un argument assez facile de dire qu'on a une population à majorité analphabète et dans le même temps dire qu'une majorité de la population soutient un putsch parce qu'elle est sortie dans la rue. Peut-être que cette majorité finalement ne comprend pas les enjeux sous-jacents du putsch ou du coup d'État. Des intérêts, peut-être des conséquences assez négatives que peut engendrer le coup d'État. Donc je pense qu'il faut à un moment donné être cohérent avec soi-même et faire confiance à cette intelligence collective. Je pense qu'on n'a pas eu le temps en 3 décennies de véritablement pratiquer la démocratie. Nous avons eu des pratiques, des systèmes démocratiques de façade, si on veut, avec des pratiques parfois très antidémocratiques. D'accord. Donc je crois qu'on est à un tournant important, un tournant majeur, où il convient, de mon point de vue, de réfléchir sur les modalités du fonctionnement démocratique dans nos pays. D'accord, cela est bien compris. Sinon, à des options alternatives, mais en les mettant de l'avant de façon beaucoup plus claire. Sinon, la solution n'est pas le rejet du système démocratique. La solution, c'est oui, on rejette le système démocratique et on souhaiterait le remplacer par X ou Y système. Mais simplement rejeter l'option démocratique me paraît assez court comme argument. D'accord. Maître Cheikh Oumar Konaré, êtes-vous d'accord avec M. Maïga qui pense que le problème, ce n'est pas le système démocratique, mais c'est plutôt les pratiques que nous faisons? Bon, moi, je ne fais pas trop la différence entre la théorie démocratique et la pratique démocratique. Si la pratique démocratique ne fonctionne pas, ça veut dire que la théorie elle-même est mauvaise, étant donné que le critère de la vérité, d'après les marxistes, c'est la pratique. Vous savez, on nous a tellement bassinés, on nous a tellement rebattu les oreilles, on nous a tellement dit et répété que la démocratie est un bon système, que personne n'ose remettre en cause la démocratie. Or, la démocratie a ses défauts. Platon, depuis l'Antiquité, disait que c'était le pire des systèmes, pour la bonne raison que ce système repose sur la décision de la majorité. Et cette majorité est généralement ignare et ne connaît rien. Donc, aller en démocratie, c'est accepter qu'une majorité qui ne connaît rien prenne les décisions à la place de ceux qui connaissent quelque chose. Platon, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Platon. Et Platon est respecté. Et ça, c'est depuis l'Antiquité. Mais bien avant que la démocratie ne vienne chez nous, n'avions-nous pas les plus grands empires d'Afrique? Il y avait l'empire du Ouagadougou, il y avait l'empire du Mali, il y avait l'empire Songwei, il y avait l'empire Peul du Mazina, l'empire Toukoulère. Tous ces systèmes-là, vous croyez que ça reposait sur la démocratie? Que non. Notre culture même n'est pas pétrie de démocratie. La démocratie est une denrée importée. Maintenant, nous, on a importé la denrée en abandonnant nos systèmes séculaires. Maintenant, quand on a importé cette denrée-là, on nous a bien dit, quand tu prends ces comprimés, il faut le prendre avec un peu d'eau. Nous, on a oublié de prendre l'eau. On nous a fait ingurgiter le comprimé de force
On ne nous a pas donné d'eau. D'où le fait de l'échec généralisé de la démocratie. On aurait pu comprendre que l'échec se limite à un pays, 2 pays. Mais c'est partout que la démocratie a échoué. C'est simplement que la vraie démocratie n'est même pas venue chez nous. C'était une forme d'arme de destruction massive inventée par l'Occident pour permettre à l'Occident de nous contrôler, de nous diviser, de s'aimer la discorde entre nous pour venir prendre nos territoires et nos richesses. Moi, voilà comment j'entends la chose. Maintenant, venir me dire que la démocratie est un bon système, moi j'en doute. Je ne crois pas à ce système. Maintenant, les défauts de la démocratie peuvent être corrigés. Et il se trouve que, même quand vous voulez corriger ça chez vous, les Touables, là, ils vous disent que non, ça, c'est pas bon. Comment corrige-t-on les vices de la démocratie? Vous avez vu ici le général ATT gouverner. Il a appelé tous les grands partis dans le gouvernement. Il a appelé tout ce que le pays compte de personnalité, comment on appelle ça, il a pratiqué la politique du consensus. C'est ce consensus-là seulement qui permet à la démocratie d'être tropicalisée, de s'adapter à nos climats. Mais cela ne lui a pas la démocratie telle que pratiquée en Occident, là, ça ne marche pas ici. Mais cela ne lui a pas évité un putsch et un renversement. Lui, il a été victime d'un coup d'État pour d'autres motifs, mais pas pour des motifs de mauvaise gouvernance ou de mauvaise démocratie. Non. C'est parce qu'il y a eu une guerre qu'on nous a imposée au nord, et donc il n'était pas bien préparé à ça. C'est pourquoi il a chuté. Sinon, son système politique était le meilleur. Rassembler tout le monde dans une même équipe pour diriger le pays, c'est ça qui permet de corriger les défauts de la démocratie en Afrique. Ça permet à tout le monde de participer à la chose publique et ça minimise les risques de déstabilisation. Parce que tous ceux qui viennent nous déstabiliser s'appuient sur nos opposants. Ne l'oubliez pas. Et si les opposants font partie intégrante du système de gouvernement, personne ne pourrait s'appuyer sur eux. Donc le consensus est la solution de la tropicalisation et de l'efficacité de la démocratie en Afrique. Tant que vous ne faites pas ça là, tant que vous condamnez à suivre le modèle démocratique européen avec une opposition, une majorité, etc. là, vous aurez toujours le charivari chez vous. Et c'est ce charivari qui favorise le terrorisme. C'est ce charivari qui conduit au soulèvement populaire. C'est ce charivari qui entraîne les coups d'État. D'accord. Voilà. Donc maintenant, ce que j'aimerais dire pour terminer sur ce chapitre-là, c'est que quand je dis ces choses-là, ce n'est pas que je sois partisan d'un système en particulier, mais je suis convaincu que sans le consensus, aucun dirigeant ne peut être assez légitime pour gouverner seul. Prenez le cas du Mali. En 2018, lors de la dernière présidentielle, le corps électoral, c'était 3,6 millions sur 22 millions de Maliens. Le président élu n'a pas plus que la moitié de ça. Donc, il a à peu près 1,5 million électeurs, après tous les ralliements. Hein. Donc, 1,5 million électeurs sur 22 millions de Maliens. Donc, il n'a qu'à peu près 7% des Maliens. Les 93% restants là, comment il va les gérer? Il faut les associer au pouvoir. Ça, ce n'est pas contre la démocratie, mais c'est plutôt pour corriger les défauts de la démocratie. Si tout le monde est uni, vous croyez qu'un putschiste peut venir renverser les gens? C'est très, très difficile. En tout cas, il prendrait un énorme risque. Mais si tout le monde est divisé, ben c'est du pain béni pour les terroristes, les putschistes de tout acabit. D'accord. Monsieur Tchao, pourquoi dans certains pays africains, la démocratie marche bien? Pourquoi ces pays ne sont pas confrontés à des, en tout cas, coups d'État à répétition? Qu'est-ce qui peut expliquer cela alors que chez nous, au Sahel, c'est ce qu'on constate depuis un moment?
Moi, je vois la chose à deux niveaux. Déjà, la démocratie, elle n'est pas mauvaise en soi. C'est ce que nous faisons de la démocratie qui pose problème. Et la démocratie, ce n'est pas une majorité, une minorité. Ce n'est pas que ça, la démocratie. Ce n'est pas que les élections. Ce n'est pas qui occupe quel poste. Mais c'est aussi le mécanisme qui décrit comment on arrive à ces postes, comment on gère le pays, comment les richesses nationales sont réparties. C'est cet aspect-là qui pose problème aujourd'hui. En Afrique, au sud du Sahara, nous n'avons pas de problème. Moi, la démocratie, c'est un minimum acceptable. Parce qu'il faut qu'on sorte de la loi du talion. Celui qui se retrouve à un moment de l'histoire avec le plus d'armes vient chasser le président et prend le pouvoir. Si on rentre dans ça, on ne va jamais s'en sortir. Il faut que nous acceptons le minimum. Le problème fondamental que nous avons, c'est généralement le problème d'instruction. Comme je le disais, nos jeunesses, il faut que nous les formons. Il faut que nous les instruisons. Il faut qu'ils sachent qu'est-ce que le pays attend d'eux. Tant que cela n'est pas, ces gens-là sont capables et vont sortir même demain, suivre n'importe quel analyste qui est capable d'aligner 2 phrases correctes en français. Et c'est un problème. Il faut façonner l'homme africain au sud du Sahara. Il faut que nous ayons conscience de ce que le pays attend de nous. Au-delà de ça, il faut que nous tablions sur la répartition des richesses du pays. Les gens sont désœuvrés et c'est pour ça que les gens sont mécontents et c'est pour ça qu'ils se retrouvent dans la rue. Quand les gens ont faim, quand les gens ne s'habillent pas, quand les gens ne dorment pas, ils accumulent de la frustration. Et à chaque fois qu'il y a un bémol, les gens sortent dans la rue. La répartition des richesses nationales, il faut qu'on sorte de ça. Dans nos pays, nous sommes aux alentours de 300-400 000 fonctionnaires et assimilés qui se répartissent la richesse du pays. À quel moment sommes-nous arrivés à dire qu'un président a droit à 6 millions par mois pendant que le SMIC, ça ne dépasse pas 40 000? Ça, c'est un problème. Les fonctionnaires, aujourd'hui, on les paye à des millions, on leur paye l'électricité, on leur paye la maison, on leur paye les voitures et tout le reste. Et qu'est-ce qu'ils font après? Et c'est toute cette richesse, au lieu d'aller dans la construction des routes, d'aller dans la construction des hôpitaux, des centres de santé, cette richesse, elle est dilapidée. Et ça, je ne parle que des aspects, des avantages liés au poste. Et tant que cela est, les gens sont susceptibles de se retrouver dans la rue et d'aider les militaires à chasser les présidents et s'installer. Parce que les militaires, ils viennent, ils ne proposent pas mieux. Ils proposent pas mieux. La plupart des militaires qui arrivent, généralement, ils disent qu'ils arrivent pour raison de sécurité. Le président, il est civil. Vous comptez sur le civil pour aller faire la guerre à votre place? Non, ce n'est pas que ça. Donc, fondamentalement, il faut qu'on gère la construction des citoyens. Il faut qu'on construise des citoyens pour demain. Il faut que nous répartissions équitablement les richesses nationales. Quand cela est, on se retrouvera dans une démocratie saine. D'accord. Ibrahim Maïga, comment vous comprenez aujourd'hui, en tout cas, ces acclamations derrière les militaires qui font un coup d'État, qui renversent un régime? Comment vous le comprenez? Est-ce à dire qu'il y a une rupture aujourd'hui entre la jeunesse et les dirigeants? Non, clairement, il y a une forme d'opposition générationnelle, hein, couplée à la désillusion démocratique à laquelle nous assistons dans ces pays-là. Mais je pense que, si vous me le permettez, je voudrais juste revenir sur 2 éléments qui ont été évoqués. Ce que mon prédécesseur disait est très juste sur l'éducation. Si vous regardez les indicateurs en matière d'éducation sur le continent, vous les trouverez les plus bas dans la région Afrique de l'Ouest et probablement dans la région sahélienne. Donc c'est un des éléments explicatifs aussi de la déstabilisation qui est à court en ce moment dans la région et la facilité avec laquelle un certain nombre d'acteurs arrivent à mobiliser cette jeunesse-là ou ces jeunesses-là. Deuxièmement, je suis quand même surpris d'entendre qu'on n'a pas le droit de remettre en cause. Je pense que c'est le tout premier intervenant qui le disait.
qu'on n'a pas le droit de remettre en cause la démocratie. Elle est constamment remise en cause, la démocratie, sur le continent, en Europe, aux États-Unis. On a vu ce qui s'est passé avec l'épisode du Capitole aux États-Unis. Donc je crois que c'est un système qui est permanemment remis en question à travers les régions du monde, que ce soit en Afrique, en Europe, en Asie, dans les pays où elle est pratiquée, en Amérique du Nord, etc. Donc, je ne comprends pas quand on me dit qu'on n'a pas le droit de remettre en cause cette démocratie-là. Et je rappelle que le consensus est une vertu démocratique. Le consensus est le résultat du dialogue et d'un dialogue qui permet de creuser les positions politiques pour découvrir les besoins fondamentaux qui sont derrière ces positions politiques. Et comme vous le voyez, les partis politiques ou les acteurs politiques prennent des postures ou des positions auxquelles eux-mêmes ne croient pas, ou très peu. Et très souvent, les besoins fondamentaux ne sont pas aussi contradictoires que les positions politiques. Vous pouvez retrouver une dizaine, voire une vingtaine de positions politiques en fonction des circonstances. Mais quand vous écoutez les uns et les autres, les besoins derrière ou les intérêts derrière ne sont pas fondamentalement différents les uns des autres. Donc je crois que c'est plutôt une vertu démocratique. Ce n'est pas du tout antinomique à la démocratie. Alors il l'a présenté comme une correction. Ça fait partie intégrante de la démocratie, le consensus. C'est pas la recherche de la confrontation permanente ou la recherche permanente de la confrontation. Alors, nous avons évoqué beaucoup de raisons qui pourraient expliquer cette instabilité au Sahel, mais il y a une autre raison dont on parle beaucoup ces derniers temps, ça c'est l'influence extérieure. Beaucoup pensent que cette instabilité s'explique aussi par la convoitise que dont la région fait l'objet aujourd'hui. Est-ce que cette possibilité aussi est là, M. Maïga? Absolument, absolument. Alors attention là aussi à ne pas surévaluer cette lecture-là. C'est un élément important pour avoir une lecture globale de la situation. Il ne faut pas non plus la sous-estimer. Elle est présente, ces rivalités géopolitiques entre grandes puissances ou entre puissances moyennes et grandes puissances. Elle est là, elle est réelle. Et à mesure qu'on découvre un certain nombre de ressources dans la région, cette compétition s'accroît. Et à mesure que le monde lui-même est en proie à des difficultés, cette compétition s'accroît dans la région. Mais attention à ne pas tout résumer à cette compétition-là. Contrairement à ce que j'entends, évidemment, les États-Unis, comme la France, comme l'Union européenne, cherchent à influencer un certain nombre d'acteurs dans la région, que ce soit les oppositions internes ou les organisations de la région. Mais encore une fois, je crois qu'il faut qu'on ait une lecture lucide et une lecture rigoureuse de la situation. Ces acteurs agissent aussi souvent sur la base d'intérêts immédiats, d'intérêts personnels ou d'intérêts en lien avec leurs organisations respectives. Quand j'entends que la CEDEAO est une marionnette de la France, je crois que c'est ignorer l'histoire et la création, les conditions de création de la CEDEAO, de d'évolution de la CEDEAO. La CEDEAO est une organisation, comme toute organisation intergouvernementale, qui n'est pas parfaite. Loin s'en faut. Je crois qu'elle est très imparfaite. Je crois qu'il y a de plus en plus aussi une rupture entre ces chefs d'État-là et une jeunesse, une partie de la population de plus en plus jeune et qui est habituée à des formes de revendications différentes aussi, des formes de revendications auxquelles les chefs d'État, qui sont pour la plupart dans la soixantaine, voire sur plus de 70 ans, sont habitués. On peut expliquer, on peut avancer ces éléments-là, mais je crois que là aussi, on fait de gros raccourcis sur la situation dans la région. Évidemment, il y a une compétition sans merci et il appartient à chaque État, il appartient aux organisations qui sont dans la région et qui ont la responsabilité de l'intégration et de la défense des intérêts, de jouer leur rôle. Mais encore une fois, faisons attention aux amalgames que j'entends ça et là. Alors, Maître Cheikh Oumar Konaré, pourquoi les initiatives développées par les États du Sahel, mais également de la sous-région, n'arrivent jamais à aboutir pour faire face à toute cette instabilité? Pourquoi? D'abord parce que
ces initiatives ne sont pas généralement originaires d'Afrique. Ce sont des plans inspirés plans inspirés par l'Occident. Et ces plans, une fois qu'ils ont été théorisés et lancés, manquent de moyens. Parce que finalement, nos grands chefs occidentaux là, se rendent compte que si ça marche, ça risque de briser leurs intérêts. Prenez l'exemple du G5 Sahel. C'est une initiative qu'on peut dire salutaire. Mais le problème, c'est que le G5 Sahel avait juste besoin de quelques 200 millions, je ne sais pas moi, d'euros. Et il ne l'a jamais eu. Mais comparez ça au déluge de billets sur l'Ukraine. Des centaines de milliards de dollars qui sont remis à l'Ukraine chaque jour, chaque mois, chaque semaine. Ça veut dire qu'on se fiche pas mal de nous. Mais est-ce que ce n'est pas aux États africains même de se prendre en charge? Quant aux États africains, ils ne sont pas unis. Et ils ne travaillent pas dans la même direction. Quand Kagame a dit, pour financer l'Union africaine, créons une taxe africaine sur les billets d'avion, mais afin que le financement de l'Union africaine soit local et ne vienne plus de la Chine ou des États-Unis ou de l'Europe. Mais les autres chefs d'État ne l'ont pas suivi. La taxe n'a jamais pu être créée. Et l'Union africaine continue de vivre sur l'argent du contribuable étranger. D'accord. Du coup, l'Union africaine ne prend aucune décision autonome. Ceux qui payent, à savoir les pays occidentaux, c'est eux qui dictent la politique à ces institutions-là. Donc moi, je ne crois à l'indépendance ni à l'africanité de l'Union africaine, de la CEDEAO, de l'UEMOA. Tous sont devenus des appendices de l'ancien colonisateur et de ses alliés européens. D'accord. Donc quand la CEDEAO décide quelque chose, moi je ne crois pas que ça vienne de la CEDEAO. Je pense que c'est tout simplement une marionnette qui a parlé avec la voix de son maître. Prenez la CEDEAO par exemple. Un jour Macron a dit, ce qui se passe au Mali, je vais voir. Je vais appeler le président de la CEDEAO, ils vont prendre les sanctions. Et ça n'a pas loupé. Dès deux ou 3 jours après, les sanctions sont tombées sur le Mali. D'accord. Donc, quand la CEDEAO nous dit qu'elle va mener la guerre, mais elle a quel moyen pour mener une guerre? Elle compte sur les Occidentaux. D'accord. On va pas... Mais pour que la CEDEAO, nous puissions croire réellement qu'elle vaut quelque chose, il faut qu'elle arrive à imposer sa volonté d'abord aux chefs d'État en exercice. Par exemple, si elle était parvenue à empêcher Alpha Condé de briguer un 3e mandat, si elle était parvenue à empêcher au Sénégal la manipulation de la justice contre les opposants, là, nous aurions compris et accepté les sanctions de la CEDEAO au cas où un peuple se soulève, au cas où il y aurait coup d'État. D'accord. Mais laissez les présidents faire ce qu'ils veulent. Oui. Et quand ils sont tombés, venir en pompier pour sanctionner les peuples, nous, on ne peut pas être d'accord avec ça. D'accord. Nous allons parler maintenant, nous n'avons que 5 minutes, nous allons parler maintenant des conséquences éventuelles de cette situation, si toutefois elle se perdurait, puisqu'on voit que nous avons déjà fait une décennie dans cette situation et avec l'évolution des choses, on peut dire qu'on n'est pas prêt d'en sortir. Est-ce que si cette situation perdure, Maître Cheikh Oumar Konaré, qu'est-ce qu'elle pourrait avoir comme conséquence? Quelle situation? Cette instabilité, les nombreux coups d'État, l'insécurité, le terrorisme, le Sahel qui est... Mais on va être exactement comme, je veux dire, des pays comme la Somalie ou autres. C'est ça. C'est ça qui nous guette. Tant que nous n'aurons pas pris conscience du danger, nous ne nous en sortirons pas. Et ce n'est pas les Occidentaux qui vont nous aider à nous en sortir. Donc prenons notre destin en main, essayons d'unifier l'Afrique, essayons de nous battre par nos propres moyens et d'imposer notre indépendance aux Occidentaux. Sinon, nous constituons le terrain de chasse naturel
des Occidentaux depuis toujours. Mais est-ce qu'on peut s'en sortir? Depuis l'époque des explorateurs, depuis les traites négrières. C'est comme ça. D'accord. Alors, M. Tchao, est-ce qu'on peut sortir de cette situation comme ça alors que les États africains sont divisés et en blocs, on peut dire en deux blocs, adossés à des puissances? Est-ce qu'on peut s'en sortir de telle façon? Je pense que tout à l'heure, on parlait de la CEDEAO. En fait, la CEDEAO, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. En fait, c'est des organisations qu'il faut réformer. Aujourd'hui, nous avons le fait que les présidents, entre eux, décident de l'avenir d'un pays ou de l'avenir d'un chef d'État. Cela a été réglementé par des textes additifs. L'essence de la CEDEAO, ce n'était pas ça. C'est un formidable instrument d'intégration humaine et aussi économique. Aujourd'hui, on a la chance de se promener dans les pays de la CEDEAO sans beaucoup être inquiétés. Il y a la libre circulation des biens. C'est un fait. Aujourd'hui, il faut compléter cette organisation. Par quoi? En faisant en sorte que nous puissions aujourd'hui parvenir à une CEDEAO des peuples. Quand je dis CEDEAO des peuples, il ne s'agit pas d'aller chercher des députés dans les assemblées des différents pays pour constituer une assemblée de la CEDEAO. Il faut véritablement arriver à une élection dans chaque pays, des gens qui représenteront, des Africains de l'Ouest qui représenteront cette CEDEAO des peuples. Et c'est en cela qu'on aura un contrepoids pour pouvoir un peu équilibrer ce qui se passe dans les instances supérieures de gestion de nos États. Au-delà de ça, comment sortir de cette crise cyclique? Je reviens malheureusement là-dessus. Il faut qu'on parvienne à la construction humaine. Il faut que nous formions nos ressources. Aujourd'hui, quand vous prenez les jeunes diplômés au Mali, nous avons seul 1,1% de jeunes entre 15 et 25 ans possédant des diplômes supérieurs ont eu accès à une formation professionnelle. 1,1%. Aujourd'hui, le monde évolue de telle sorte qu'il y a tellement d'opportunités, surtout dans les nouveaux métiers de la technologie, que c'est impensable que nous ne soyons pas à mesure d'offrir des formations à nos jeunesses. D'accord, d'accord. Nous allons terminer avec vous, Ibrahim Maïga. Comment sortir de cette crise cyclique, de ce cycle de coups d'État, ces coups d'État à répétition? Moi, je vois déjà deux défis importants ou deux risques importants. Le premier, c'est celui de la dislocation et de la fragmentation de la région. Je crois qu'on y assiste quelque part aux prémices de cette dislocation, de cette fragmentation-là. Le risque, c'est que cette fragmentation ne continue de s'approfondir. Le deuxième risque à très court terme, c'est l'aggravation de la situation humanitaire. Et enfin, je pense qu'en termes de solutions, je crois que ceux qui décrypteront le mieux les bouleversements en cours et sauront les exploiter seront ceux qui vont probablement redonner un nouveau visage à la région, en renégociant par exemple le contrat social entre les gouvernements et les gouvernés. D'accord, et c'est sur ce que prend fin ce grand dialogue qui parlait aujourd'hui du Sahel, causes et conséquences d'une instabilité chronique. Nos invités étaient Maître Cheikh Omar Konaré, il est avocat et observateur politique, et Alassane Tchao, spécialiste en gestion de conflits sociaux, et Ibrahim Maïga, spécialiste des questions sécuritaires. Il était au téléphone. Ce grand dialogue a été réalisé par Imiran Akilou Maïga. À la mise en onde, il y avait Alassane Sanogo, et à la régie vidéo, il y avait Mamadou Ouattara Sekou Gadjigo, vous l'a présenté. Merci à toutes et à tous. On se retrouve demain pour un autre numéro.